Se nourrir. Voilà l'éternelle quête de notre humanité, aujourd'hui parfois déconnectée de ses origines. Pour moi, c'est avec la chasse que je stimule cette autonomie alimentaire, fondation même de notre liberté et indépendance en tant qu'humain depuis des dizaines de millénaires. En quête d'un animal sauvage pour nourrir mon corps et mon âme, mais avant tout, je pèlerine tout l'automne dans la plus belle des cathédrales, cette nature abondante et divine où je suis au plus proche de moi-même, au cœur de ces montagnes et forêts sacrées. La chasse, on se lève tôt le matin. Et c'est pour des récompenses comme ça aussi qu'on se lève. Pas que pour la viande, pour l'expérience de faire un avec la nature, mais aussi de voir des couleurs. Et aujourd'hui, il va faire un magnifique ciel bleu. Je vois beaucoup de chevreuils. Alors ce qu'on chasse ici, sur cette montagne, c'est le cerf mulet. Il n'y a pas d'autre type de chevreuil. Donc il y a plusieurs régulations évidemment, comparé aux autres espèces de cerfs, de chevreuils. C'est assez magnifique. On est sur la montagne principale de la vallée ici. Et je pense que ce matin je vais monter tout là-haut. On va faire une vraie rando. Parfois je me demande, quand on apprend sur les chasseurs-cueilleurs, souvent on nous dit que la manière dont l'homme a pu devenir le roi de la chaîne alimentaire, c'est avec les chasses d'épuisement. La chasse d'épuisement, je crois que ça s'appelle. Mais je me demande toujours si les hommes du paléolithique étaient des super-héros. Parce que épuiser des chevreuils sur ce terrain-là, moi je vais vous dire, c'est eux qui vous épuisent avant que vous les épuisiez. Donc je me demande toujours comment cette chasse à l'épuisement, c'est ça qu'on apprend à l'école, c'est que l'homme il peut transpirer. Ça fait qu'il peut être endurant beaucoup plus longtemps. Alors que les animaux ont de la fourrure qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment faire un marathon. Mais quand on voit les chevreuils, les cerfs mulets, les cerfs de Virginie, n'importe quel autre animal qu'on chasse, quand on les voit courir comme ça, sur une montée à genre 45 degrés, je sais pas qui c'est qui épuise qui, mais c'est pas moi qui épuise personne, à part moi-même. Je l'ai pas vu. Et là sur ce terrain rocailleux, c'est impossible de pas faire de bruit, mais bon.
à ce moment-là de l'année, quand il y a une femelle avec des fans, il va commencer à y avoir des mâles avec elle. Donc c'est toujours une bonne idée de rester proche d'une femelle quand vous en voyez, parce qu'évidemment, elles sont beaucoup moins curieuses, mais beaucoup plus faciles à voir, vu qu'elles vont voyager un peu plus que les mâles. Tandis que les mâles sont un peu plus curieux, mais beaucoup plus difficiles à voir parce que justement, ils se cachent dans la forêt. Pour cette espèce-là, le cerf mulet, qui est une espèce native de là où je vis, on ne chasse que les chevreuils mâles au-dessus d'une certaine grosseur, alors que les chevreuils de Virginie, le cerf de Virginie, les chevreuils qu'on voit partout en Amérique du Nord, il y a une saison pour les femelles aussi, si vous avez besoin de viande absolument. En tout cas, je vais arrêter de parler. C'était un très bon tir, un très bon placement, mais maintenant on va le laisser se reposer parce que je pense que c'était un tir qui a touché les poumons et donc il est tombé direct, mais les chevreuils ont tellement un instinct de survie que même en train de mourir, si un prédateur les approche, ils vont se mettre à un peu comme un poulet sans tête, commencer à partir, et ensuite il va falloir les traquer là-dedans dans cette forêt. Mais je crois qu'on a de la viande pour l'hiver maintenant. Il faut être patient maintenant, patienter 20-40 minutes, c'est la partie la plus difficile de la chasse. Et à ce moment-là, moi je remercie le créateur ou la créatrice d'avoir donné ce chevreuil, parce que ce chevreuil ça fait 2 mois et demi de chasse, et ce chevreuil s'est donné à nous pour nous donner de la nourriture pour l'hiver, et donc je peux avoir beaucoup de gratitude. Ça y est, on a la viande pour l'hiver.
On va passer à la boucherie de nos jambes avant. Alors c'est là où j'ai tiré, donc évidemment il y a un peu de perte de viande, mais pas beaucoup. C'est juste ce petit triangle là. Et il y a beaucoup de viande, parce que comme je vous l'avais dit, c'est un gros cerf cette année. Un gros chevreuil, avec un petit poil ici. Eh bien on va passer à la boucherie. C'est très simple en fait une jambe, parce qu'il n'y a pas vraiment d'os qui tient cette jambe là. Il y a ici beaucoup de rôti, mais surtout de la viande à ragoût et à viande hachée. Et quelques petits morceaux qui sont très très cool à garder, comme ici j'aime bien ce rôti là qu'on appelle le chuck roast. Ici ça peut même limite se faire en steak. Et après le reste, ici, j'ai oublié, la jambe principale, une de mes parties préférées de la jambe avant, parce que j'adore faire de l'ossobuco, avec faire une cuisson très très lente. Donc on va passer à la découpe. Voilà donc le résultat d'une jambe de chevreuil. On a le chuck roast, les jambiers pour les petits jambonneaux pour faire du ossobuco, mais sans l'os, parce que je me suis dit qu'avec les os, j'allais soit les donner au petit Léo, soit les faire un bouillon. Mais je pense que je vais avoir assez d'os pour faire du bouillon et en donner à Léo, donc ça va être pour Léo. Ici j'ai les cubes pour faire des ragoûts, et ici la viande hachée. Donc on va avoir une tonne de viande hachée pour faire plein de types de saucisses et de burgers. Et ici la viande pour Léo que je vais accumuler pour faire des petits bonbons pour chien. Et là on a juste notre petite pile de là où on a les glandes, le gras, les morceaux où la balle est passée. Donc on a du dommage un peu, ce qui est très très peu. Donc voilà le résultat d'une jambe. Et on va faire l'autre. Et on aura tout prêt pour les parties avant de notre chevreuil. C'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. On peut faire ça dans une cuisine. Vous voyez, c'est la petite cuisine de l'annexe où je suis. Eh bien, on peut faire ça dans une petite cuisine. Il suffit d'avoir un bon petit couteau à filer. Bon, mon petit couteau, il est un peu tordu. Mais donc voilà notre première partie. Voilà ce que deux parties avant d'un chevreuil donnent. D'abord on a la viande à hacher. On a le ossobuco. Ensuite j'ai fait un petit peu de cube juste pour un ragoût. Un gros ragoût. Hein. On a le chuck roast de chaque partie et des plus petits rôtis. Donc voilà les parties primaires. Ensuite j'ai tout ça pour faire des petits bonbons à Léo. Et on a plein d'os pour faire du bouillon d'os, très très bon pour la santé. Et un autre petit os qu'on va peut-être donner au petit Léo parce qu'il a été très gentil.
Le petit Léo? C'est une journée un peu pluvieuse. On a le petit poêle à bois, on a le petit Léo et on a un petit os. Go to your house. Ok. Donc voilà, maintenant on passe à la dernière partie. J'ai fait avec mon ami les ribs et maintenant on va passer aux jambes arrière qui sont la partie principale d'un animal où on a tous les très bons steaks, les bons rôtis, toutes ces choses là, et c'est un très gros animal que j'ai eu cette année, donc j'ai beaucoup de chance et on va passer à cette partie là et ensuite on aura processé, on aura fini de faire la boucherie et on aura toute notre viande prête pour la consommation pour tout cet hiver et le printemps et peut-être plus. Donc voilà les parties découpées de la jambe arrière. Alors voilà, on a fini notre boucherie, tout l'animal, on a tout pris, on a vraiment essayé de limiter, enfin j'ai vraiment essayé de limiter les pertes. J'ai tout désossé, il reste plus qu'il y a 2 os au bucco qu'en des os. Et donc je me disais ce serait intéressant de voir combien de kilos de viande on a. Pour mes propres références, mais aussi pour vous donner une idée. C'est quand même un gros animal cette année que j'ai eu. C'est un presque 4 par 3. Et donc c'est plusieurs centaines de kilos. Mais ensuite, évidemment, sans les os, ça fait beaucoup moins de poids. Et on va voir combien de viande ça va faire. J'ai laissé beaucoup de rôtis comme ça. Parce qu'après, on peut soit en faire des cubes pour faire un ragoût, soit on peut faire un rôti si on a de la famille ou s'il y a des gens qui viennent ou même pour soi-même pour toute la semaine. Soit on peut faire, je vais faire du jerky, de la viande séchée, mais aussi on peut faire du jambon. Alors il y a un de mes rôtis, celui-là, qu'on appelle le top sirloin, que je vais faire du jambon avec. Tout ça, et bien évidemment, ça va être dans un second temps cet hiver. Pour l'instant, l'important c'était de préserver toute cette viande-là, de la préparer, comme ça elle ne va pas brûler au froid au congélateur, et ensuite on va la préparer, soit la sécher, la mettre en bocal, ou en tout cas faire ce qu'on veut avec et la consommer évidemment. J'ai avec moi cette petite pesée, je m'en sers pour le propane en général, et on va voir combien tout ça pèse. On va faire des additions, vous allez devoir faire les calculs avec moi. Alors, premier paquet, on est à 10 kilos. Oh. Premier paquet, 10 kilos. Deuxième paquet, c'est parti. Deuxième paquet, 10 kilos. Troisième paquet. De nouveau 9, on va dire 10 kilos. Est-ce qu'on enregistre toujours? Ouais. Et on est sur 10 kilos, enfin 8 kilos cette fois.
pour le 4e, donc 4 fois 10, on est à 38, entre 35 et 40 kilos de viande. Alors je dis ça, c'est sans les os, c'est sans, qu'est-ce que j'ai pas mis d'autre, sans la bouffe de Léo. Et donc voilà, donc ça nous fait beaucoup de kilos de viande. Et c'est comme ça qu'on honore aussi l'animal. Et c'est un processus que moi j'adore faire ma propre boucherie. Et c'est pour moi une manière de contrôler un peu aussi comment je mange, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais le manger, au lieu de l'envoyer chez le boucher comme beaucoup de chasseurs de loisirs font. Il n'y a rien de mal à ça. Mais je trouve que c'est peut-être quelque chose qui, au final, on a juste de la viande hachée et quelques steaks. Moi j'aime beaucoup faire des rôtis, faire de la cuisson lente, surtout l'hiver, des ragoûts. Et donc voilà ce petit chevreuil, plutôt grand en fait, c'est plutôt moyen grand, de grande taille, qui va nous nourrir et dont on est empli de gratitude pour ce chevreuil. Pour moi, enfin, j'ai fait un post sur Instagram parlant un peu de ça, et un podcast entier, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur les plateformes de podcast, je fais un podcast sur le sujet, mais c'est vraiment pour moi une activité qui est vraiment parmi les plus rémunératrices, notamment parce que c'est de la viande, aussi parce que le coût de la vie est très cher et que bien se nourrir est aujourd'hui un luxe. Mais moi, grâce à la nature, aussi en faisant partie de cette nature-là, je réussis à être à vivre un peu dans le luxe sans payer quoi que ce soit, juste en vivant, en travaillant avec la terre et en récoltant ce que la terre m'apporte. Et ce chevreuil s'est présenté à moi vraiment d'une manière assez extraordinaire, après 2 mois de chasse. Et il est, la mort a été subite. Il n'y a pas eu, c'était vraiment le scénario idéal pour moi et j'en suis vraiment extrêmement reconnaissant. Et donc voilà, tout ça pour dire merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je voulais vous montrer un peu tout le processus. On va se cuisiner un petit truc. Là, je ne fais que bouffer du cerf vu que j'ai ça dans mon frigidaire et que j'ai beaucoup de petites parties. En fait, il me reste encore un grand bocal de plein de steaks de backstrap qui sont les steaks qu'on fait, un peu les premiers steaks qu'on mange parce que c'est du filet mignon presque. Non, pas du filet mignon, mais une de ces parties-là. Désolé, je connais pas bien les mots en français. Et donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose, montrer un peu le processus, que c'est faisable si on veut vivre proche de la nature, mais de manière réaliste. Il n'est pas juste vivre proche de la nature, c'est pas juste aller faire des marches dans des sentiers, c'est aussi si on veut se nourrir et être autosuffisant, et qu'on vit comme je le fais, qu'on vit dans un pays nordique aussi, on a besoin beaucoup plus de protéines, de lipides, pour se nourrir. Et pour être en santé, parce que le corps, l'esprit et tout, tout ça c'est lié à notre nourriture et aussi à notre activité et la chasse et la cuisson et moi je les mets ensemble, la chasse, la récolte, la cuisine, ce sont des choses qui sont des formes de méditation qui nous font, pour moi en tout cas, qui me font rester en vie jusqu'à ce que ce soit à mon tour de partir. Donc sur ce, voici votre vidéo de chasse. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.